BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. 7h45, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Good Morning Business, la matinale de l'économie. On va parler international. Ce rendez-vous désormais tous les jours à 7h45. On parle d'international avec vous, notamment Caroline Loyer qui est à mes côtés et aussi qu'on retrouve en chronique à 6h50. On va parler des États-Unis. Tout a changé cet été aux États-Unis. Notre invité, c'est Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Bonjour, Kamala Harris. Bonjour. Clairement, elle fait souffler un vent d'optimiste sur ces démocrates. On a eu les chiffres des montants levés cette nuit qui sont plutôt bons. On est sur une dynamique clairement positive. Absolument. Qui a été confirmée par le Congrès qui s'est tenu à Chicago la semaine dernière, qui se traduit par des levées de fonds, mais aussi dans les sondages qui évoluent. Ceci étant, la campagne qui va être très courte entame surtout, c'est la tradition après la fête du travail, le Labor Day début septembre, sa phase décisive. Il faut savoir qu'il y a des électeurs qui vont commencer à voter dès le mois de septembre par correspondance, mais jusqu'à l'élection du 5 novembre, il y a encore plus ou moins 70 jours. Et beaucoup de choses peuvent encore se passer dans ces 70 jours. On a vu ce qui s'est passé cet été, vous avez raison. Oui, ça peut aller très vite. C'est une campagne où les choses bougent très vite. Et il y aura notamment ce débat le 10 septembre entre Kamala Harris et Donald Trump. Avant que vous donniez votre avis justement sur ce débat, Caroline, sur les derniers sondages, c'est pas clair les sondages américains. Les sondages, ils sont très serrés, on en parlait tout à l'heure, ils sont extrêmement serrés. La courbe s'est inversée, mais ça reste très serré. Et j'allais vous poser la question, est-ce que cette ferveur que l'on voit, que l'on observe, beaucoup d'Américains nous disent d'ailleurs qu'ils n'ont pas vu ça depuis 2008 et la candidature, la première de Barack Obama, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se laisser emporter par cette ferveur et d'oublier justement que cette bataille, elle est extrêmement serrée, qu'il va falloir continuer à faire du porte-à-porte, à convaincre ? Tout à fait. D'ailleurs, les responsables de la campagne démocrate ne s'y trompent pas. Ils l'ont dit et répété lors de la convention de Chicago. Rien n'est acquis. Il faut se battre pour chaque voix. Et c'est d'autant plus vrai que le système électoral américain, avec ce rôle décisif joué non seulement par 6 ou 7 États aux États-Unis, mais aussi par quelques districts, quelques portions précises dans ces 7 États, on sait que ça dépend de ça. Et ça se jouera probablement comme en 2020 et 2024 à quelques milliers de voix dans ces différents États. C'est d'ailleurs pour ça que les candidats, Trump et Harris, font campagne cette semaine, reprennent la campagne aujourd'hui dans les États en question. Trump va au Michigan, Harris va en Géorgie. C'est là que tout va se jouer désormais. Les fameux swing states, c'est-à-dire 6 États. Pour cette campagne, on parle de 7. La Géorgie, l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan et la Caroline du Nord. En fait, dans ces États, il faut savoir qu'ils peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. C'est complètement incertain. C'est intéressant qu'on ajoute la Caroline du Nord d'ailleurs, parce que ça montre la dynamique des démocrates, puisque la Caroline du Nord était, à la fin de la partie de la campagne avec Joe Biden, était plutôt carrément du côté des républicains. Et d'ailleurs aussi, l'Arizona et le Nevada étaient de plus en plus passés du côté républicain. Aujourd'hui, ces 3 États reviennent en jeu. Alors ce débat, c'est le 10 septembre prochain. Kamala Harris est réputée plutôt bonne dans cet exercice. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Ça va se jouer sur quoi? On va parler des programmes économiques ou on va aller sur d'autres sujets? Alors oui, mais d'abord ça va se jouer sur les personnalités. Est-ce que Donald Trump va savoir maîtriser son débat? Est-ce que Kamala Harris va tenir le coup? Parce que c'est un exercice nouveau pour elle. Elle avait effectivement été dans un débat entre candidats à la vice-présidence avec Mike Pence il y a 4 ans, qu'elle avait plutôt bien réussi, mais là c'est un exercice tout à fait différent et face à une personnalité tout à fait différente. Après, sur les thèmes, oui, l'économie joue un rôle important. C'est l'un des angles d'attaque des républicains contre les démocrates à cause du pouvoir d'achat et du sentiment qu'ont les Américains, malgré les bons résultats macroéconomiques, qu'ils ont plus de difficultés en termes de pouvoir d'achat qu'il y a quelques années, notamment lorsque Trump était le président avant la crise du Covid. Et évidemment, Trump et les Républicains en jouent beaucoup. Donc les démocrates ont décidé de contre-attaquer et de critiquer les propositions de Trump. Ce programme, il est justement, il est comment, Caroline? Parfois, Kamala Harris, les Républicains la traitent de communiste. Oui, qu'est-ce que ça dit? Parce que nous, on n'y met pas les mêmes sens, forcément, socialiste, communiste. Qu'est-ce que ça dit de son programme économique? Vous allez me corriger si je me trompe, mais on est loin d'un programme de LFI. Là, où est-ce que je vais demander à l'expert, monsieur, parce que vous avez vécu des années aux États-Unis, où est-ce que vous situez la gauche américaine par rapport à la nôtre? On est plus près
d'Emmanuel Macron, on dirait ? Oui, en fait, on est dans un système complètement différent, à vrai dire. Pourquoi est-ce que les républicains, enfin, qu'est-ce qui leur permet, entre guillemets, de lancer cette attaque? En fait, ce sont les propositions que Kamala Harris avait faites quand elle était candidate à l'investiture démocrate. Et notamment, elle avait proposé deux choses qui sont aujourd'hui des choses qu'elle ne défend plus, mais qui servent d'argument d'attaque aux républicains. Premièrement, d'interdire la fracturation hydraulique dans la production d'hydrocarbures, et ça c'est un fait sensible dans un État comme la Pennsylvanie qui va décider... Ça date de 2020, c'est ce qu'elle disait à ce moment-là. Voilà. Et c'est aussi d'avoir une assurance santé totalement publique. Et donc aujourd'hui les républicains attaquent là-dessus, et les sondages jusqu'à présent étaient plutôt sur le thème Trump. On fait plus confiance à Trump qu'à Biden et maintenant Harris pour l'économie. Mais les démocrates contre-attaquent et utilisent les propositions de Trump, notamment l'augmentation des droits de douane, pour dire ça va coûter du pouvoir d'achat parce que les droits de douane augmentés vont être répercutés par les entreprises importatrices sur les prix intérieurs. Et donc, au lieu de créer des jobs, comme les républicains le disent, en favorisant les producteurs domestiques, l'augmentation des droits de douane, et même une augmentation très importante que Trump annonce, ça va jouer contre le pouvoir d'achat. Oui, mais par exemple, sur les relations avec la Chine, Kamala Harris, elle est sur le même plan que Biden, qui lui-même n'était pas très loin des positions trumpistes. On n'est pas, on reste... Oui, on est sur le même niveau d'ambition dans la compétition avec la Chine, entre les démocrates et les républicains, pour tout ce qui est technologie, compétition technologique. Là, il y a un consensus. Par contre, sur les mesures à prendre, ce qui est intéressant, c'est que la campagne Harris va un peu plus loin que la campagne Biden en attaquant les républicains sur cette augmentation des droits de douane qui est prévue. Ça, c'est un fait nouveau dans la campagne. C'est très juste. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, en 2019, Kamala Harris, elle s'était positionnée extrêmement à gauche. Vous avez parlé de son opposition à la fracturation hydraulique, également au forage en mer. J'avais noté aussi qu'elle voulait réviser le mode de financement de la police et revoir également le fonctionnement de l'agence ICE. Vous savez, c'est l'agence qui s'occupe du contrôle de l'immigration. Et ça avait fait débat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'elle s'est quand même recentrée ? Bien sûr, bien sûr. Et les républicains l'attaquent sur des positions qu'elle a prises. Mais évidemment, elle dit j'ai changé. J'ai changé. Pendant ces 3 années, j'ai participé à l'exercice du pouvoir, etc. Mais en même temps, les républicains vont dire, mais alors, quelles sont vos positions ? Et l'autre vulnérabilité éventuelle, pour répondre à votre question sur le débat de Kamala Harris, c'est que quand elle dit, voilà, je propose ceci et ceci pour l'avenir, notamment sur l'immigration, les républicains vont lui dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Vous étiez au pouvoir depuis 3 ans. Donc ça, ce sont les deux thèmes que les républicains vont utiliser. Évidemment, les démocrates ont cette dynamique et ont d'autres arguments, notamment sur la liberté, le nouveau mot-clé de la campagne, dans le cas notamment du droit à l'avortement. Et là, ce sont les républicains qui sont sur la défensive qui maintenant évoluent eux aussi. Puisque Trump et Vance commencent à dire on ne veut pas de loi fédérale sur l'avortement. Donc, chaque camp, sur ses points défensifs, commence à évoluer pour mieux se défendre. Sur la question du ticket avec son vice-président Tim Walz, là, on est sur un recentrage vers une Amérique plus classe moyenne par rapport au profil de Kamala Harris. Pas seulement, même Kamala Harris elle-même s'est présentée dans son discours où elle a accepté la nomination à la fin de la Convention de Chicago. Elle n'a pas du tout mis l'accent sur ses origines ethniques, ni même sur le fait que ça serait la première femme. Je suis n'importe quel Américain, en fait. Elle a elle-même insisté sur ses origines au sein, finalement, de la classe moyenne. Mais vous avez raison, le choix de Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, est aussi un choix de complémentarité entre son profil et celui de Kamala Harris. Et c'est un assez bon choix, parce que quand on voit son profil, elle n'est pas très classe moyenne, Kamala Harris, en fait. En fait, financièrement, si, on peut dire qu'elle est de la classe moyenne. Mais c'est vrai, par ses origines. Mais ses parents sont quand même des intellectuels, scientifiques, économistes. Tim Walz, lui, il tranche un peu parce que c'est vraiment... c'est le monde rural. C'est le chasseur. Il vient du Nebraska, gouverneur du Minnesota, c'est le Midwest. Donc, il apporte quelque chose... Absolument. Il y a une complémentarité qui est naturelle puisqu'on cherche à élargir l'électorat. Les Républicains ont fait un choix un peu différent. Il y a une complémentarité dans l'âge entre J.D. Vance et Donald Trump, mais un peu moins, même notablement moins sur l'idéologie. Merci beaucoup Philippe Etienne d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business. Ce rendez-vous tous les jours, 7h45, on parle d'international avec Caroline Loyer. À mes côtés, Caroline, on se retrouve demain.